bienvenue et bonjour à tous. Encore merci pour votre présence et le temps que vous prenez pour participer à ce webinaire sur la mission OPC. Je vais me permettre donc de mettre en évidence un petit peu plus la présentation et mettre notre petite tête un petit peu en plus petit, bien que vous nous voyez. Comme je vous disais tout à l'heure, le webinaire est enregistré. Il vous sera envoyé par mail à l'issue donc du webinaire et bien sûr sera disponible sur notre chaîne YouTube, notre site internet et donc sera consultable comme vous souhaitez. En termes d'organisation, déjà, je vais laisser Olivier et Ludovic se présenter brièvement et je vous présenterai ensuite le déroulé du webinaire. Bon, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Olivier Brochet. Je suis le directeur technique du département J'expertise bâtiment et VRD, qui est un département dédié à la maîtrise d'œuvre du groupe J'expertise. J'enchaîne, donc Ludovic Danels, donc directeur du département, et donc pour bâtiment et VRD sur la partie construction et le génie urbain. On est ravis de vous accueillir ce matin et donc Olivier va vous dérouler un petit peu le quotidien d'une bonne partie de nos équipes, à savoir la maîtrise des chantiers à travers notre savoir-faire en mission OPC. Donc, je te laisse la main, Olivier. Merci. Super, merci beaucoup Ludovic. Olivier, comme c'est toi qui as la main sur les slides, je te propose de passer sur la slide suivante afin que nous puissions vous présenter déjà le programme. Et ça ne marche pas. Il faut juste que tu cliques sur ta slide et qu'après tu appuies sur la flèche. C'est bon, c'est parti, c'est parti. Super, je te remercie. Alors, effectivement, en sommaire, donc bien sûr, je prendrai la parole quelques minutes pour vous présenter le groupe J'expertise, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, je ferai un petit rappel sur ce sujet. Et puis, je laisserai la main aux experts ensuite pour parler de la mission OPC, le rôle de cette mission et sa place notamment dans le département bâtiment et VRD et dans la chaîne de l'immobilier plus globalement. On aura un retour d'expérience sur des projets de référence et puis, bien sûr, on dédiera un temps de questions-réponses. Alors, je vois un petit mot de Deungé. J'espère ne pas écorcher votre prénom, qui dit qu'il n'entend pas très très bien Ludovic. Si tu pourras, quand tu interviendras, Ludovic, rapprocher le micro de ta bouche, ce sera très sympa. Merci en tout cas pour ces petits ajustements. Bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil du discussion, dans le chat. On sera ravis d'y répondre et même au fur et à mesure du webinaire, ça permet aussi d'avoir un petit peu d'interaction et de pas faire voilà, quelque chose de trop magistral. Et évidemment, si d'autres questions un petit peu plus longues, on pourra effectivement dédier ce temps-là en fin d'échange, évidemment. Je te propose de passer sur la slide suivante, Olivier. Je te remercie. Alors, quelques chiffres clés sur la société J'expertise, qui est historiquement un cabinet de géomètres experts, mais un groupe d'ingénierie plus globalement aujourd'hui, et on le voit grâce à nos experts autour de la table. Je vous parlerai un petit peu des prestations diverses et variées que nous avons au sein du groupe, en commençant par notre présence aux quatre coins de la France, si je puis dire, avec donc un siège basé à Sèvres et des agences qui sont dans le Nord. D'ailleurs, Ludovic et Olivier aujourd'hui nous représentent et sont basés donc dans le Nord de la France. Et on a nos collègues aussi en agence à Toulon et à Bordeaux. On a également une filiale en Tunisie qui regroupera deux prestations, deux interventions principales, une partie sur les fonctions centrales et une autre qui représente l'atelier graphique, donc une partie des données qui sont relevées en France, puisque notre marché est à 99% français, est envoyé donc à notre atelier graphique en Tunisie pour le traitement. Et on est assez fiers de la parité homme-femme qui est presque représentée aujourd'hui autour de la table, qui est donc pas toujours évidente dans notre milieu et dans les groupes d'ingénierie, dans le BTP, dans l'immobilier. Donc, on a cette fierté-là qu'on peut souligner. Si nous passons à la slide suivante, nous avons quelques chiffres. Alors, mon objectif ne va pas être de vous décrire tous les chiffres de la société, mais il y en a deux que j'aime bien mettre en exergue. C'est le fait que nous existons depuis 1785. Alors, vous imaginez
pas en tant que géomètre expert puisque le métier, cette appellation n'existait pas encore, mais de par la récupération d'archives, puisque au sein de notre métier, à partir du moment où un cabinet ferme ses portes, les archives doivent être transmises à un confrère. Et donc, on a eu l'opportunité, la chance de pouvoir travailler sur des anciennes archives. Et bien sûr, il y a aussi toute une histoire de père en fils. Donc, grâce à ça, on a un très bel historique et donc une belle clientèle aujourd'hui assez variée, allant de la foncière gestionnaire de patrimoine jusqu'au bailleur social, en passant bien évidemment par des promoteurs, des constructeurs. Les architectes, les notaires et les avocats sont des prescripteurs qu'on considère comme des clients également. Mais voilà, on a une clientèle très variée et cet historique, ce métier très réglementaire, ordinal, avec voilà cette réglementation, j'aime le mettre en parallèle avec le 3% du chiffre d'affaires que nous consacrons donc à l'innovation et à la recherche et au développement, des nouvelles méthodes d'acquisition, des nouvelles manières de concevoir le bâtiment. On avance avec ces nouvelles technologies et si on passe sur la slide suivante, on va pouvoir appliquer ces nouvelles maîtrises et ces nouvelles manières de concevoir, construire, réhabiliter au travers de cette chaîne de l'immobilier, ce cycle de vie du bâtiment qui est très connu, qui est apparu notamment à l'avènement du BIM dans les années 90. Mais on a la possibilité, au travers de nos différentes prestations, d'accompagner nos clients sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Et ça va pouvoir se dessiner au travers des différentes prestations que je vais vous présenter sur la slide suivante, au travers des 3 départements de la société. Alors, juste avant ça, ces 3 départements sont représentés par 200 collaborateurs et ces 200 collaborateurs ont des profils divers et variés. Bien sûr, les géomètres experts, les géomètres topographes, nos techniciens, des maîtres d'œuvre et des personnes de formation architectes aussi que nous avons autour de la table, des tailleurs de pierre. Nous avons également des diagnostiqueurs puisque nous réalisons l'ensemble des diagnostics immobiliers. Je vous en toucherai quelques mots juste après et nos dessinateurs modeleurs. Donc, vous pouvez voir, voilà, une pluridisciplinarité de profils qui incarnent donc des métiers différents et qui sont représentés du coup par des prestations au travers de nos départements. Sur la slide suivante, j'expertise ces 3 départements au sein du groupe. Je vais vous en dire quelques mots et Olivier prendra la main sur le département bâtiment et VRD pour vous en dire davantage puisqu'aujourd'hui c'est ce département qui est en lumière sur ce webinaire. Un tout petit mot sur le département immobilier, qui est notre département historique et qui reprendra dans un premier temps les prestations de géomètres experts, géomètres topographes. Et donc, ça reprend, j'allais dire, les prestations un peu plus classiques d'un cabinet de géomètres experts, les levées d'architecture, les états de surface, notamment aussi les prestations d'implantation, de bornage. Et on a un petit axe aussi sur la détection des réseaux et l'auscultation. Donc, c'est la partie immobilière. Bien évidemment, si vous avez des questions sur aussi d'autres prestations, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser dans le fil de discussion. Vous aurez nos coordonnées à la fin du webinaire. Donc, si vous souhaitez approfondir d'autres sujets, évidemment, n'hésitez pas. Le département bâtiment et VRD, je le mets de côté volontairement sur cette slide parce que donc, il sera davantage expliqué par Olivier. Et on a un département plus spécifique, qui est le département PropTech, qui incarne donc l'ingénierie de la donnée immobilière et donc qui aborde des sujets plus technologiques à travers différents services et différentes offres, toujours en gravitant autour du métier de géomètre expert et de la cartographie, puisque notre cœur de métier, c'est de produire de la donnée, et donc avec pour objectif de rendre cette donnée fiable, mise à jour, et connectés au travers des différents services de notre département. Bien sûr, il y a davantage d'informations sur notre site internet, donc n'hésitez pas à le consulter. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je pense qu'une dizaine de minutes pour la présentation du groupe est largement suffisante. Je vais laisser donc la main à Olivier pour la partie bâtiment et VRD. Et merci de m'avoir écouté. Donc, je prends la main. Merci Léa. Donc, un petit propos liminaire avant de rentrer dans le vif du sujet. On parlera du département bâtiment et VRD, mais je laisserai plutôt la main à Ludo à la fin de ce webinaire pour conclure et peut-être animer le débat. Pour l'instant,
parlons d'OPC. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. En fait, à la base, moi, je suis architecte et ça fait quand même quelques années que je le suis. Et c'est vrai, je pense qu'il y a des confrères autour de la table. Au début, on considérait, en tout cas il y a 20-30 ans, que l'architecte devait être omniscient et donc devait savoir un peu tout faire. À la fois assurer la qualité de la maîtrise d'œuvre, mais également assurer le planning, également faire les calculs, faire de l'ingénierie. Et finalement, au fil des années, moi, je me suis rendu compte qu'on avait du mal à avancer et à mener à bien les missions si on compartimentait pas un petit peu la problématique. Donc, il y a plusieurs problématiques. Il y a la problématique de la maîtrise d'œuvre. Il y a un besoin, une nécessité d'arriver au bout du projet avec une mise en œuvre absolument parfaite. Et c'est assez difficile, à mon sens, pour les confrères et les consoeurs de se concentrer sur cette mise en œuvre, sur la qualité de la maîtrise d'œuvre, si en même temps, en parallèle, ils doivent être sur plusieurs champs de bataille à la fois, c'est-à-dire sur l'OPC principalement, parce que c'est quand même la planification du chantier, la coordination des différentes entreprises, et donc également avoir des questions qui sont spécifiques à l'ingénierie. C'est un petit peu compliqué d'être sur tous les champs. Donc ce que j'expertise bâtiment et VRD propose, c'est d'assister nos maîtres d'œuvre, pas prendre la place de l'architecte, puisqu'on est en partenariat avec de nombreux architectes sur de nombreux chantiers. On en parlera un petit peu plus tard, mais au contraire vraiment essayer de les décharger de cette partie de la mission qui est vraiment importante et qui fait que eux peuvent se concentrer justement sur la qualité de la mise en œuvre. Donc, comme toute problématique, je viens de le dire pour la maîtrise d'œuvre en général, c'est bien de compartimenter les questions. Et pareil, pour prendre la mission OPC dans le bon ordre, je trouve que c'est toujours bien de faire un peu de sémantique et de bien comprendre ce que sont ces trois choses, que sont l'ordonnancement, la coordination et le pilotage. Donc, pour faire simple, je suis revenu au petit dictionnaire, j'ai regardé quelle était la définition de l'ordonnancement. Ça m'a permis de me refaire une mise à jour parce qu'avec la pratique, on en oublie les choses. Mais bon, je vous épargne la définition administrative qui n'a aucun intérêt ici. Mais la définition technique, c'est bien l'organisation méthodique de la fabrication ou d'un processus. Donc, pour cela, on est en train juste d'essayer d'établir comment on va faire les choses sur le chantier. L'architecte, bien entendu, a sa vision des choses. L'OPC, lui, va avoir une vision qui est avant tout méthodique et qui cherche et qui vise comme objectif que les choses se déroulent dans un bon ordre. Donc, pour bien le définir, ça, on commence à regarder les différentes tâches que les entreprises vont devoir mettre en œuvre pour réaliser le bâtiment. Et il faut définir obligatoirement un processus, une façon de faire les choses, et puis également un temps pour faire les choses. C'est pas forcément simple. Alors, je sais pas si dans les confrères qui sont là ou les maîtres d'œuvre qui nous écoutent, on a des gens expérimentés ou débutants, mais il y a quelques années, je me rappelle qu'au début, c'était assez difficile quand même pour moi, sur les premiers chantiers, d'estimer le temps qu'on avait passé. Avec les années, et c'est aussi pour ça que chez J'expertise Bâti et VRD, on a des OPC, mais ils sont pas que OPC, ils sont tous maîtres d'œuvre expérimentés, ils ont eu à faire la maîtrise d'œuvre sans faire l'OPC. Mais quand on fait l'OPC, on a besoin quand même d'avoir une certaine expérience et c'est en ça qu'on réussit à bien assister les maîtres d'œuvre. Donc, pour définir le temps qu'on va passer sur une tâche, qu'une entreprise va passer sur une tâche, que ce soit l'électricité, que ce soit la peinture, le lot que vous voulez, on a deux méthodes en fait. La méthode empirique, qui est basée sur l'expérience, c'est-à-dire que c'est plus facile quand on a 30 ans de boutique, on sait à peu près combien de temps le peintre va mettre à peindre un appartement ou le temps qu'il va passer à faire les GS des dalles hautes. Ça, c'est facile. Mais une fois qu'on a ça, il y a aussi, et au début, c'est comme ça, moi, je fonctionnais, on a la méthode cartésienne. C'est-à-dire, on va se dire, à la louche, le peintre, il va peindre 2 mètres carrés toutes les 10 minutes, il a 3 couches à faire, on fait les calculs et on obtient également une sorte de planning qui nous permet de définir à peu près la durée de chaque tâche. Ces deux méthodes sont bien, mais elles ne valent rien. Elles ne servent que la troisième méthode, qui est la méthode du dialogue, en fait, et qui va être absolument nécessaire. Et c'est là-dessus que nous, on amène quelque chose vraiment d'important. Bien sûr, ces deux méthodes empiriques et cartésiennes sont fondamentales. On ne peut pas discuter avec les entreprises ou avec le maître d'ouvrage si on n'a pas une bonne idée du temps qu'on va mettre à faire les choses et dans quel ordre on va les faire. Mais
mais ces deux premières méthodes, c'est vraiment ce dialogue-là, et ce dialogue-là va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, on va être tout seul face à son ordinateur, face au projet, face au plan. Et avec ces deux méthodes-là, on va essayer de définir à peu près un planning de chantier qui nous semble être bien logique, coordonné, et où on ne va pas perdre de temps entre chaque phase. Ça nous permet, à l'appel d'offres et jusqu'au Pro DCE, de définir un planning sur lequel les entreprises plus tard pourront se baser. Elles vont s'engager sur ce planning-là. Alors, ce planning-là, il y a quand même un dialogue et une communication avec le maître d'ouvrage. C'est sur la phase avant le début du chantier. On se met d'accord avec le maître d'ouvrage et on vérifie qu'on va pouvoir obtenir une réception en temps et en heure. Le maître d'ouvrage a un objectif de livraison de son projet à un certain moment. Donc, d'abord, on travaille en solo et on vérifie bien qu'on peut tenir ce délai tout seul. Après, pendant la préparation de chantier, là, le dossier de consultation des entreprises a été fait, les entreprises ont été notifiées. Il y a un premier dialogue qui se noue avec l'entreprise en question qui a été retenue. On va vérifier, on va confronter. Nous, on a décidé de notre côté qu'on allait faire le chantier de cette façon-là. L'entreprise, elle a une autre vision des choses. Elle a dit oui parce qu'il fallait qu'elle prenne le marché. Mais une fois qu'elle a pris le marché, qu'on est dans la préparation de chantier, c'est pour ça que cette préparation de chantier est fondamentale, on va vérifier qu'elle est capable de le faire. Ça, on l'a vérifié un petit peu à l'appel d'offres, mais là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, et elle peut avoir également un intérêt à nous dire, bah, là, tu m'as mis ce délai-là, mais dans mes effectifs, je n'ai que tant de personnes, je ne pourrais pas respecter ce délai-là, donc on va essayer de récupérer du temps sur autre chose, et on est encore en amont du chantier, légèrement en amont, le chantier démarre, mais on peut encore modifier certaines choses. C'est la deuxième partie du dialogue. La troisième partie du dialogue, c'est on est au cœur du poulet, on est dans le chantier, les entreprises sont là, et on a des aléas. On a des intempéries, on a des entreprises qui sont défaillantes, on a une entreprise qui n'est pas venue, donc l'autre ne peut pas avancer. Et là, à nouveau, il va y avoir du dialogue. Il va falloir trouver comment on fait, comment on corrige le tir par rapport à ces aléas. Et en bref, c'est ce que je vous ai mis en rouge sur cette slide-là. C'est vraiment la finalité du dialogue, et que tout le monde soit d'accord et qu'on avance. Si on marche à la schlag, hein, si un OPC arrive sur le chantier en disant « telle entreprise, tu me fais ça pour telle date », sans avoir eu son retour, sans avoir pu discuter avec lui, etc., il y a peu de chances que ça marche. Et après, on se retrouve à devoir appliquer des pénalités de retard. Ce dialogue, tout au fil de l'eau, tout le long du chantier, fait qu'on tient nos délais et qu'on n'agit pas seul. Et on a beaucoup à apprendre des entreprises parce qu'elles ont un retour qui est intéressant. Après, c'est quand même nous qui décidons du planning, mais il faut tenir compte et accepter certaines modifications. Ça, c'était l'ordonnancement. Comment on définit le temps d'achat? Le pilotage. Alors là, pareil, c'est une question de sémantique. J'ai toujours pensé que OPC, bon, le P veut dire pilotage, mais je pense que c'est un terme impropre. Le pilotage, si vous regardez la définition, c'est l'action, l'art de conduire, de diriger. Et pour diriger, pour conduire, il faut justement faire appel justement à l'ordonnancement, et puis le dialogue avec les entreprises, c'est énormément de choses. Pour moi, pilotage n'est pas le terme idoine. Il vaudrait mieux parler de planification. C'est pour ça que j'ai modifié un petit peu la définition en dessous. Donc, le pilotage, c'est l'ensemble des actions visant à maîtriser son déroulement pour obtenir les résultats attendus en tenant compte des différentes contraintes. Ce dont je viens de parler, c'est-à-dire les aléas, mais il y a les délais, les budgets, il y a énormément de choses. Donc, au niveau du pilotage, je vais boire un peu d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Au niveau de la planification, donc je ne vais plus dire pilotage, mais bien entendu, on part d'une vision chronologique idéale des actions et de leur durée respective avec les méthodes dont je vous ai parlé précédemment. Il faut bien comprendre que le planning qu'on a établi, et même en cours de chantier, il y a 2 dates qui tiennent. Il y a le démarrage du chantier et il y a la réception. Au milieu, je ne vais pas parler de ventre mou, je vais plutôt parler d'accordéon, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va bouger en permanence tout au long du chantier parce que on sait que les entreprises, avec les aléas, etc., certaines vont déborder, donc il va falloir gagner du temps sur d'autres. Et c'est là où il faut quand même que c'est une mission, la mission d'OPC est une mission à part entière, c'est qu'il faut avoir cette vision globale. L'objectif, in fine, c'est quand même de livrer à telle date. Et entre-temps, faut trouver les solutions pour y arriver. De temps en temps, modifier le process de mise en œuvre qu'on avait envisagé parce que ça va nous permettre de gagner un peu de temps et de récupérer un retard. Le retard, il est acceptable
pendant la phase de chantier, il ne l'est plus à la date de réception. La date de réception, on est engagé, c'est le début de la garantie de parfait achèvement. On ne peut pas jouer à décaler de 2-3 mois. Donc, toute l'importance d'être réactif et de bien pouvoir parer aux aléas du chantier en gardant toujours l'objectif de la livraison du projet. Enfin, le dernier terme, c'est la coordination. Bon, là, pareil, il n'y a pas besoin trop de la définition. Je l'ai mise pour avoir une certaine logique dans cette présentation. Mais bon, il faut coordonner. Alors là aussi, j'en reviens à ce que je viens de dire, donc je ne vais pas trop me répéter, mais la réactivité, le dialogue et puis l'expérience, savoir d'un chantier précédent ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas été terrible, et puis remodifier en fonction de ça, c'est fondamental. Je l'ai dit déjà, les OPC chez nous, dans ce département bâti VRD, sont tous maîtres d'œuvre confirmés. C'est pas parce que ça nous fait plaisir et qu'on trouve ça joli d'avoir des maîtres d'œuvre confirmés. C'est parce que pour moi, c'est une nécessité. Dans beaucoup d'agences, vous verrez des OPC qui sont débutants. Faut bien commencer. J'en doute pas. Mais je pense que c'est une mission qui est suffisamment complexe pour, surtout quand c'est des confrères qui font appel à nous pour prendre cette partie-là de la mission, faut qu'on réussisse à les décharger. Si la personne est débutante, ben, elle n'aura pas le répondant face au maître d'œuvre, elle n'aura pas le répondant face aux entreprises qui lui diront « Ah ben non, tu as mis un délai trop court ». Nous, on le sait parce que on a été maître d'œuvre et on fait en parallèle de l'OPC et de la maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'est vraiment important. Toujours le dialogue. Je vais parler de projets un peu plus complexes, mais voilà, pour recadrer un petit peu les choses. Et alors, pareil, comme je connais pas les profils des gens qui nous écoutent, je suis obligé de partir des projets simples. Et j'ai mis un déroulé de projets. Alors, je sais pas si quand je bouge la souris, si on voit ma souris, mais voilà, ça c'est un déroulé classique qui s'adapte à une maison individuelle comme à des logements collectifs, des bâtiments non occupés, parce que ça c'est également un élément sur lequel je vais revenir après. Là, on part du principe qu'on travaille sur un site vierge, on construit le bâtiment. Donc bon, c'est toujours, je vais pas trop m'attarder, mais c'est toujours le même process et le même déroulé de chantier. Donc les sondages géotechniques sont faits, la mise à nu du terrain avec le VRD qui est venu mettre le terrain au propre. J'ai illustré avec quelques photos. Le gros œuvre rentre en ligne de compte, il est souvent responsable du compte prorata, donc c'est lui qui va installer la base vie, qui va commencer à créer ses tranchées pour faire ses fondations ou faire ses pieux. Ensuite, le gros œuvre, on va attaquer la phase du clos couvert, donc les entreprises principales, gros œuvre, charpente, couverture, menuiserie extérieure, voilà, on a une coque finie, un bâtiment qui est hors d'eau, hors d'air. Ensuite, on fait intervenir, de façon classique, le second œuvre. En parallèle, on fait le ravalement et le bardage. Puisque le clos couvert est fini, on peut se permettre d'avancer sur 2 lignes de front à la fois l'intérieur. Donc là, bien sûr, le plaquiste, les menuiseries intérieures, les portes. On fait les incorpos d'électricité, de chauffage. Bon, tout est visible, mais tout est passé dans les cloisons. On peut démarrer les sols, donc là pareil, différents types de sols, carrelage, chapre, agréage, sol souple, bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Et les escaliers. Là, on est arrivé à un bâtiment qui n'est pas fini, mais qui a quand même, qui est hors d'eau, hors d'air, et qui a à peu près les arrivées d'électricité, de flotte, de chauffage dans tous les appartements. Ça vaut pour une maison individuelle. Et en parallèle, bien sûr, à l'extérieur du bâtiment, le bardeur ou le ravaleur a pu avancer la finition extérieure du bâtiment. On évite de perdre du temps. Les uns ne se dérangent pas. Il y a pas l'avancement du ravalement et du bardage ne ralentit pas l'entreprise qui est intérieure. Par contre, le VRD, on lui dit de rester un petit peu en stand-by pour l'instant parce que si on s'amuse à commencer à creuser des tranchées tout autour du bâtiment, vous imaginez bien que pour les excusez-moi, je parle avec des termes raccourcis, mais pour l'approvisionnement des matériaux, ça va être compliqué d'enjamber les tranchées. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est une certaine logique de fonctionnement qui vaut bien. Et on essaye de pousser le plus vers la fin du chantier, le VRD, tant que peut se faire, bien entendu. Après, on enchaîne sur la finition du second œuvre. Donc là, on va vraiment aller, voilà, le placo est fait, les joints sont faits, le peintre peut attaquer. Alors, voilà, les enjoliveurs sur les prises d'électricité, la plomberie, les robinetteries sont installées, on raccorde les chaudières et enfin, on fait venir à la fin le VRD qui va justement
pouvoir faire passer l'électricité définitive, reboucher ses tranchées et puis parfaire les abords et reprendre le bâtiment bien. Et puis après, on enlève la base vie, on enlève tous les éléments et on a un bâtiment qui est fini. Pour la petite histoire, les quelques photos que vous voyez, c'est un hôtel qu'on a livré dans la baie de Somme. Donc pareil, ces phases-là ont été respectées. J'essaye d'avancer un petit peu plus vite, je ne surveille pas le temps. Léa, tu me diras si jamais je suis trop bavard comme d'habitude. Tout est OK. Donc ça, c'est les projets simples. Donc la contribution de l'OPC, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout de prendre la place du maître d'œuvre. Il a la responsabilité de la qualité de mise en œuvre de son bâtiment. Par contre, si on peut être là, présent, lui simplifier la vie et l'aider par rapport à des techniques de mise en œuvre que nous, on a, parce qu'on apprend toujours des uns et des autres, c'est une bonne chose. Donc, nous, on est là avant tout en tant qu'OPC pour cadrer les délais, vérifier que les entreprises vont bien fonctionner ensemble et puis améliorer ou optimiser la mise en œuvre de mon confrère ou de ma consoeur. Ça peut se faire. Alors là, j'ai pris 4 exemples qui me sont venus en tête en montant les slides du webinaire. Mais c'est des choses que je faisais pas, je mettais pas en œuvre comme ça il y a encore quelques années. Et au contact, les échanges avec certains de mes collaborateurs qui font également de l'OPC, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui marchaient mieux que ce qu'on nous avait appris à l'école ou ce qu'on avait fait sur nos premiers chantiers. Ça peut être simplement la pose des plaintes. Alors là, vous allez me dire, bon, il pose les plaintes, super, on a un OPC, il nous apprend à poser des plaintes. En fait, la bonne question, c'est de savoir quand est-ce qu'on va poser les plaintes. Alors, quand vous avez un sol souple à faire sur un béton brut, vous êtes obligé de faire un ragréage. Logiquement, on vous dira à l'école que vous faites le ragréage et après, il y a le menuisier et la personne qui fait les sols souples qui va venir mettre ses plaintes et puis on va mettre le sol souple. En fait, la logique, c'est plutôt de mettre les plaintes avant de faire le ragréage parce que vous verrez qu'il y a toujours un espace qui se retrouve entre la plainte et le ragréage et donc finalement, on est obligé de revenir mettre un joint de silicone et on perd du temps et c'est une intervention nouvelle, etc. Alors que si vous avez cette idée-là de mettre la plainte avant de faire le ragréage, et ben quand vous allez faire le ragréage va venir coller à la plainte et on a gagné une étape et on évite une malfaçon. Et les finitions sont super. Et puis quand la personne fait son ragréage, elle peut vérifier que tout est bien bord à bord avec les plaintes et c'est un gain de temps. L'analyse des CCTP, c'est le deuxième exemple. Autant regarder tout de suite au CCTP qui a quoi à faire. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais on regarde holo électricité, on regarde holo chauffage, on regarde holo placo. Est-ce que la personne qui va faire le placo doit aller chercher la gaine Syntro-Elec pour la faire ressortir ou est-ce que c'est à l'électricien d'être présent quand les armatures du placo vont être posées pour justement… C'est important de le savoir parce que sinon vous vous retrouvez avec des cloisons en placo qui sont finies et puis un électricien qui dit moi je suis désolé j'avais pas le plaquiste n'a pas sorti mes gaines Syntro donc je peux plus récupérer mon fil. Je vous jure c'est des bêtises mais en lisant le CCTP il y a plus de discussion derrière parce que on peut d'entrée de jeu au moment du chantier et au moment de la planification dire au plaquiste tu oublies pas tu sors les gaines Syntro de l'électricien c'est pas à lui d'aller les chercher dans tes cloisons. C'est un autre petit exemple, mais l'étude des CCTP et la préparation de chantier est fondamentale là-dessus pour pouvoir gérer ce genre de conflit sur le chantier. On a un rôle de pacification entre les entreprises. Si chacun sait ce qu'il a à faire, il n'y a pas de sujet. Le problème, c'est quand on pense que l'autre va faire ce qu'on aurait dû faire. L'exemple 3, pareil, c'est anecdotique, mais pareil, je vous ai parlé des plaintes, du ragréage. Bon, ben, avant de faire le ragréage et le sol, une passe de peinture sur les plaintes, une fois qu'elles sont en place. Quand ils vont faire le ragréage, il y aura forcément quelques petites projections sur les plaintes. On a gagné une couche et la deuxième couche suffira à couvrir ces projections du ragréage sur les plaintes. On a encore gagné une étape. L'intervention du VRD en fin de chantier, je vous l'ai dit, c'est pareil. On essaye de pas ralentir les autres entreprises qui vont faire leurs appros. On essaye d'organiser le chantier pour que un corps d'État ne gêne pas le suivant. C'est une nécessité. Et si on les met dans le bon ordre, en principe, ça se passe plutôt bien. Ça, c'était pour les projets simples. Pour les projets complexes, il y a 2 projets que j'ai mis un peu en exergue. On travaille actuellement dessus. C'est le LAM, qui est le musée d'art moderne de Lille, qui se situe à Villeneuve-d'Ascq, et puis Caudry, qui est un EHPAD, un établissement d'hébergement pour les personnes âgées. Voilà, c'est à travers ces exemples-là qu'on voit toute l'utilité d'avoir un OPC, j'expertise bâti VRD de préférence, pour mener à bien ces missions, parce que
là, ce qui était déjà vrai sur des projets simples l'est encore plus sur des projets complexes. Le LAM, c'est un musée qui a été construit en 2 temps. Alors, pour ceux qui, je crois qu'il y a des personnes qui vivent pas en France, j'ai vu depuis le Bénin, donc voilà, ça vous localise le LAM. On a un musée qui a été fait en 2 fois. Donc vous avez une partie qui est faite en briques que vous voyez devant, en premier plan, et puis une seconde qui a été faite en béton. 2 styles il y a une étanchéité sur la partie ancienne. Alors la partie ancienne, hein, c'était il y a 20-30 ans, et la partie récente, c'était il y a 15 ans. Donc, la partie ancienne, c'est bâtiment Simounet que vous venez de voir, et puis les 5 doigts, puisque l'extension Gautran, c'était le nom de l'architecte. On appelle ça les 5 doigts parce que c'est 5 branches du musée où on expose des tableaux. 2 configurations de bâtiments complètement diverses, construites différemment, à 2 époques différentes. Et là, ce chantier-là, on doit refaire les étanchéités et les murs. Alors, en fait, on refait toutes les façades, on refait toutes les étanchéités parce que c'est un projet architectural. Je vous laisse juger de sa qualité ou non. On a chacun un avis là-dessus. Mais il n'empêche que sur la mise en œuvre, il a quelques années, et aujourd'hui, les désordres apparaissent avec des infiltrations et des problèmes sur toutes les étanchéités. Donc, le chantier est lancé. On refait toutes les étanchéités, sachant que sur la partie Simounet, vous l'avez vu, c'est des toitures terrasses, donc on est en étanchéité. Et sur la partie des 5 doigts, la partie Gautran, c'est du béton. Alors, briques pour Simounet, on est d'accord, et étanchéité classique. Et par contre, sur Gautran, on est en béton, béton teint dans la masse, et membrane dessus. Autre type d'étanchéité. En tout cas, l'ensemble est à refaire parce que l'ensemble a mal vécu les années. Donc, vous retrouvez les 5 doigts qui sont en rouge, et puis le reste, c'est la partie Simounet. Mais bien entendu, comme vous pouvez le voir, ce serait trop beau si ça s'arrêtait là. Ah, pardon, j'ai fait une petite bêtise. Le chantier ne se limite pas seulement au bâtiment proprement dit, mais également à ses annexes, c'est-à-dire les studios, le logement du directeur, plusieurs petits bâtiments autour qui vont venir un petit peu parasiter le déroulé du chantier, puisqu'il va falloir s'en occuper également. Et comme ça, si ça suffisait pas, on a également l'ensemble du parc à refaire avec des sculptures de Calder. Il y a des très belles choses, donc il faut également être précautionneux par rapport aux œuvres d'art qui sont exposées dans le parc. Donc là, ça vous dresse un petit peu le tableau du départ de cette mission-là. Si c'était que ça, j'ai envie de dire, ça irait très très bien encore. On n'aurait peut-être pas forcément besoin de l'architecte, pourrait peut-être se débrouiller pour l'OPC, mais sincèrement, là, on travaille main dans la main avec Guillaume Singer, qui est l'architecte du projet, et je pense que l'un comme l'autre, on est bien content d'être à deux maîtres d'œuvre là-dessus, parce que lui, il peut se concentrer sur la qualité de la mise en œuvre des étanchéités, et c'est très complexe. Et moi, ma mission est vraiment de me concentrer sur l'organisation de ce chantier-là. Donc, dans les petites problématiques que je vous ai données, ce n'est pas les seules, parce que maintenant, on est en site occupé. Donc, c'est un musée qui fonctionne. C'est le public, ça va être des œuvres qui valent des millions, puisqu'il y a des Modigliani, des Picasso. Donc, il va falloir tenir compte de ces œuvres-là et les enlever au moment opportun. Il y a des événements qui sont programmés. Une expo Kandinsky, alors j'espère que je défleure pas un secret, mais va y avoir une expo de Kandinsky en 2025. C'est la date de réception du chantier. C'est pas un mois plus tard, il y a des millions d'euros qui sont en jeu, on est obligé de livrer. Et les pénalités de retard pour les entreprises sont bien sûr colossales parce qu'on ne peut pas annuler une expo. Les œuvres viennent d'autres musées, et voilà, là on est sur des choses assez importantes. Donc les œuvres, les événements à gérer, le personnel, puisqu'il y a du personnel qui travaille dans ce musée. Qu'est-ce qu'on fait de ce personnel? Il ne va pas s'arrêter de travailler pendant 2 ans, donc il faut les mettre forcément ailleurs. Donc c'est pour ça que je vous ai mis des espaces modulaires qu'on va être obligé d'installer dans le parc pour déménager une partie du personnel, mais il y a une partie du personnel, la sécurité, les vigiles, etc., qui sont obligés de rester dans le musée pendant son fonctionnement. Alors le musée, en plus, il va fonctionner en partie, mais il y a un moment forcément dans le chantier où on va être obligé de fermer le musée. Parce que, et là encore, c'est une contribution de l'OPC. Au début, c'était pas envisagé. Et en abordant le sujet avec la maîtrise d'ouvrage, avec la maîtrise d'œuvre, je leur ai dit qu'on était absolument contraint de fermer le musée pendant une période assez conséquente. Donc ça a été acté. Et ensuite,
pareil, dernière couche du millefeuille. On ne fait pas une tranche ferme seulement, on fait une tranche ferme, une tranche optionnelle. Là, pareil, c'est une contribution de l'OPC, je dis avec beaucoup de modestie, mais c'est juste un fusible que j'ai prévu de plus, c'est-à-dire que les travaux étaient prévus sur une seule phase. J'ai préféré qu'on fasse la première phase et que si on sent qu'on aura, pour une raison ou une autre, aléa, je ne sais, tremblement de terre, ce que vous voulez, si jamais je sens qu'on n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout de la deuxième phase, je préfère qu'on switch à la première, que l'expo Kandinsky ait lieu et que derrière, on puisse revenir 6 mois plus tard. Donc finalement, ça a été beaucoup de tergiversations et de négociations avec la maîtrise d'ouvrage, mais je pense que c'est plus rassérénant pour toutes les personnes qui vont travailler là-dessus. Donc voilà, tous ces éléments-là, il faut les prendre en compte et croyez-moi, ça occupe bien l'esprit sans avoir à se préoccuper déjà de la qualité de la mise en œuvre que je laisse à l'architecte. Donc, je reviens pas, je vous avais mis une autre vue du musée si vous voulez en parler, mais là, bon, voilà, vous voyez bien les petits bâtiments annexes, le parc, les 5 doigts, et alors à cela s'ajoute bien sûr également des petites fantaisies architecturales que sont des sheds, des parois vitrées inclinées, et puis des boîtes de lumière qu'il faut également rénover, tout ça avec des tableaux en dessous. Pour le fonctionnement, pareil, ce qu'on a préconisé, c'est un avancement traditionnel en 2-3 équipes sur l'ensemble des étanchéités de Simounet. On essaiera jusqu'à la fin de la tranche ferme de faire cette première partie de Gautran et derrière, on va mettre en œuvre un échafaudage parapluie parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut que les entreprises puissent travailler de façon confortable. La période de l'année où cette partie-là du chantier va tomber, on aura des intempéries, donc je veux pas que ce soit ralenti. Donc, on préfère remettre j'allais dire un petit billet, mais c'est un très gros billet pour couvrir cette partie-là du musée. À la fin, si on livre en temps et en heure, tout le monde sera content d'avoir dépensé cette somme-là. Et c'est également la contribution de l'OPC de le faire. L'OPC, il dit pas que des choses super sympas au maître d'ouvrage. Hein. Il dit, moi, je suis un peu on est très vite la bête noire, mais par contre, c'est pour le bien de l'opérationnel et on est obligé de temps en temps de mettre le doigt sur les sujets qui fâchent, mais vaut mieux dépenser 150 000 € pour des modulaires ou 100 000 € pour un échafaudage parapluie si on peut aller au bout du chantier et que finalement c'est pas une catastrophe complète de ce qui serait si on réussissait pas à livrer en temps et en heure. Une petite idée du planning qui en découle, et puis je m'arrête après sur ce projet-là. Une première partie, en fait, ça, c'est les événements du musée que vous avez en mauve. Donc, les expos qui partent, qui viennent, qui arrivent. Donc, bien entendu, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, quand on a des entreprises qui vont rentrer avec des camions et qu'on a des Picasso qui vont sortir avec d'autres camions, il y a une certaine organisation à avoir et essayer d'éviter de croiser les flux. Ça peut éviter que certaines œuvres se perdent. On est obligé de coordonner ça également dans ces missions-là qui sont un petit peu complexes, même s'il y a un bureau qui est spécialisé sur le déplacement des œuvres, on est quand même obligé de dialoguer, j'en reviens à ce que je disais au début, dialoguer avec la personne qui a la prestation de déplacement des œuvres de manière à ce que voilà, il n'y ait pas d'interpellation entre mes camions de chantier et ces camions de retrait des œuvres. La deuxième partie est propre au personnel du LAM, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire du personnel, qui reste, qui part, quand il part, qui va dans les modulaires, qui va en télétravail, comment on s'organise, qui peut réintégrer le musée une fois que la partie des travaux est faite. Et enfin, tout ce qui est en jaune derrière, là, c'est les différentes phases du musée. Alors, pour l'instant, on est encore dans la partie études et fin d'études. Là, on est sur le Pro DCE. On est en train d'arrêter complètement ce planning-là, mais vous voyez d'ores et déjà qu'il y a eu énormément de dialogue. C'est-à-dire qu'on travaille déjà depuis 6 mois pour coordonner tout ça et faire en sorte qu'on trouve les espaces modulaires pour que les gens puissent travailler, qu'on trouve la personne qui va déplacer les œuvres. Tous ces éléments-là sont déjà en place avant même qu'on ait notifié les entreprises. Après, ça va encore bouger pendant un petit moment. Deuxième projet un peu complexe, c'est l'EHPAD. Alors là, c'est pareil, c'est un site occupé. Il y a un public fragile, très fragile. Et on peut pas dire à papy et mamie de partir pendant 2 ans le temps qu'on retape l'EHPAD et les réinstaller dans leur chambre. Ces gens-là sont dépendants, ils vivent dans ce bâtiment-là et ce bâtiment-là a besoin d'être entièrement rénové. Donc l'EHPAD de Caudry, pareil. Pour les personnes qui vivent à l'étranger, voilà, je vous avais localisé l'EHPAD. Vous le voyez dans sa forme actuelle, c'est-à-dire, je vais zoomer un petit peu.
c'est un vieux bâtiment, ça s'appelle la résidence Léonce Bajard, pardon. Voilà, il est dans sa forme actuelle. Il est vétuste, les chambres ont besoin d'être rénovées. On a le bâtiment existant qui est ici et le projet qui est ici. C'est-à-dire, vous voyez, la partie existante va être complétée d'une nouvelle aile qui permettra d'augmenter sa capacité, surtout de donner plus d'espace aux résidents. Donc, comment fait-on pour diriger un chantier au niveau de l'OPC avec des personnes âgées dedans? Bon, ben, on fait simple. On commence par mettre une grue de chantier au bon endroit, c'est-à-dire l'endroit qui va nous permettre de l'utiliser pendant toute la durée du chantier. Parce que si on la met à un endroit ou au milieu de ce qu'on va construire, on va être un petit peu embêté pour faire le reste. Donc, bien entendu, on travaille le PIC, le plan d'installation de chantier, avec précision, en vérifiant que on saura aller jusqu'au bout avec cette installation de chantier. On construit la première partie. Pour l'instant, les personnes âgées sont toujours résidentes, hein. Elles sont toujours dans la partie existante. Donc, bien sûr, on s'assure de leur sécurité, de la venue des personnes qui vont venir visiter ces personnes-là. On ne peut pas mélanger les tractopelles et les enfants de la personne qui viennent la visiter. On est obligé d'organiser également cette partie-là et de vérifier que ça va bien fonctionner. J'avance un petit peu parce que je ne veux pas prendre trop de temps, mais une fois que notre partie neuve a été construite, la deuxième phase va être de déménager les personnes de l'aile A. On a une trentaine de lits. On les met dans leur chambre neuve, toutes bien rénovées, bien isolées, et on va pouvoir s'attaquer à cette partie-là, à l'aile A. Et vous avez compris, en fait, ça va être un jeu de bonneteau jusqu'au bout. La troisième phase, on va prendre les personnes, une fois qu'on a fini l'aile A, on va prendre les personnes de l'aile B, on va les mettre dans l'aile A, on va pouvoir s'occuper de l'aile B, et ensuite, on a la partie de l'aile C qui va être déménagée vers l'aile B, et puis on va s'occuper des travaux de l'aile C. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la petite complexité des choses. Elle n'est pas tant sur ce modus operandi, c'est assez simple en fin de compte. Ce qui est compliqué, c'est que là, on ne fait pas une réception à la fin du bâtiment. À chaque phase de bâtiment livré, on est obligé de réceptionner. Et pas réceptionner seulement la couleur des portes et voir si les plafonds ont été bien faits. On est obligé de vérifier le SSI, la sécurité incendie, les issues de secours, l'accessibilité, les réseaux, c'est-à-dire qu'il y a des maladies nosocomiales, on est obligé de tester l'eau pour bien vérifier qu'on peut reboire l'eau au robinet dans la partie qui est réouverte. Et à chacune de ces phases, vous avez cette réception intermédiaire, elle est fondamentale. Mais elle complexifie un petit peu le déroulé du chantier parce que le jour où la commission de sécurité vient, pareil, il ne faut pas que le chantier soit pas fini. Là, c'est phase par phase, c'est-à-dire qu'on n'a pas une réception, mais on va en avoir 4. C'est à peu près pareil pour le musée que je vous ai présenté avant, puisqu'on va mettre des jalons intermédiaires pour être sûr de la progression des entreprises en temps et en heure. À la fin, voilà, le bâtiment est fini. On a fait nos 148 chambres individuelles. On a augmenté la capacité d'accueil de cette EHPAD. On rouvre les circulations intermédiaires entre les uns et les autres, puisque on avait cloisonné pour des questions de son, d'aller et venue. On reste comme ça. Et puis, bon, bien sûr, le gros œuvre va replier la base vie et on peut livrer le chantier. Pareil, à l'instar de ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur le LAM, on retrouve un planning qui a peu ou prou un peu la même configuration, c'est-à-dire par étape. Et là, bon, on voit bien la première phase de chantier de la construction de la partie neuve, et puis les 3 autres phases de réhabilitation des 3 autres ailes que je vous ai montrées. Voilà, c'est une sorte de dégradé comme ça. Bon, à cette échelle-là, vous voyez pas grand-chose, mais on essaie quand même de bien définir en fonction des surfaces, en fonction du temps qu'il va falloir, de la complexité des lieux, la durée juste. On peut se planter. Ça arrive qu'on se plante à 1 semaine, 2 semaines, parce que pour les raisons que je vous ai données, intempéries, entreprise défaillante. Mais grosso modo, on a quand même une trame, une colonne vertébrale de ce qu'il faut suivre. Et nous, notre mission chez Bâti et VRD, c'est ça. C'est vraiment de se concentrer là-dessus. On laisse l'architecte vérifier que les ouvrages sont bien conformes à son projet, que ça correspond bien à la belle image que je vous ai montrée au début, que vraiment la mise en lumière, l'esthétique, la qualité de la mise en œuvre est bonne. Nous, on se concentre juste à ce qu'il n'y ait pas d'accroc sur le chantier et qu'on aille au bout en le déchargeant de cette mission-là. Et bon, on continue à le faire. Et
je le redis, moi qui suis architecte, je trouve que c'est des missions passionnantes parce qu'elles ont une vraie complexité et que le partenariat avec nos amis archi fonctionne bien. On le voit d'opération en opération et comme ils nous sollicitent, je pense que c'est un win-win. Tout le monde est gagnant. Je crois que je suis au bout et donc je vais laisser la parole à Ludovic. Et j'espère ne pas avoir été trop long, Léa. J'ai fait du mieux que je pouvais. C'était parfait. Et si vous avez des questions sur les dires d'Olivier, sur un des projets ou quoi, n'hésitez pas surtout à vous manifester et à nous écrire. Et donc, je laisse la parole à Ludovic. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ludovic, je te laisse la main. Alors, je vais juste amputer quelques secondes aux 10 minutes qui restent. Donc déjà, merci Olivier et Léa pour tout ce que vous avez déjà indiqué. Olivier pour le déroulé et l'explication chirurgicale de ce travail de chef d'orchestre. Et très justement aussi de parler de planification, c'est très ajusté. Je te remercie. Je voulais faire un petit zoom sur aussi une mission qui est un peu particulière, c'est l'OPCI, c'est-à-dire interchantier. Donc, c'est des choses aussi qu'on est amené à gérer chez nous. On a mis ici un petit exemple sur un traitement de pied d'immeuble qui est sur l'île. J'ai pas mis de plan de repérage pour ceux qui sont un peu plus loin que la France intramuros. J'en suis désolé, j'ai fait une impasse. Donc on est sur l'île et sur ce chantier. Donc l'idée c'est en plus du planning pointé qui est recalé à l'avancement comme vous l'a montré Olivier sur l'ensemble des chantiers. On intègre en fait un cahier de gestion des continuités de piétonnes et des circulations, puisque là on est en interaction avec sur le domaine public. Et ça permet également aux collectivités, en l'occurrence les communes et ou alors les communautés de communes, de pouvoir acter des arbitrages sur des blocages de sens de circulation, sur des reports de circulation d'un trottoir à l'autre, de la réinsertion par exemple des cycles dans la circulation générale pour une durée déterminée. Tout ça, ça doit se faire en fait en coordination avec toutes ces personnes-là. Et donc du coup, on tient aussi un tableau de l'ensemble des arrêtés qui ont. Alors, on ne fait pas le travail de la mairie, hein, mais en fait, on met en schéma l'ensemble des interventions sur un site avec un cahier qui récapitule semaine par semaine la situation des circulations et des continuités des circulations, des modes actifs, etc. Et puis, on a par ailleurs la possibilité de réaliser un carnet de suivi des écarts en conformité de libération d'emprise. Donc, c'est les petites photos qui vous voient en bas à droite, parce que souvent, il y a des cahiers de limites entre les aménageurs et les promoteurs, avec des engagements de libération d'emprise à des échéances qui sont, on va dire, par exemple, avant la commission de sécurité, le pied d'immeuble doit être libéré par la base vie bâtiment, on va dire 12 semaines avant. Et ben à ce moment-là, on vérifie que ce soit bien réalisé à l'avancement, que les massifs soient purgés, que voilà, je vous passe tous les détails, mais tout ça, c'est consigné dans un cahier, un reportage photographique et qui permet de garder la mémoire qui va au-delà même du compte-rendu du maître d'œuvre, hein, qui fait lui son boulot sur la qualité, mais là on fait une photographie à chaque semaine, donc c'est un travail d'OPC interchantier que nous menons et que nous illustrons ici à travers cette petite slide. Voilà, je pense que maintenant j'ai suffisamment parlé, je vous laisse, comme l'a dit Léa précédemment, poser vos éventuelles questions. Je vous en remercie. Merci beaucoup Ludovic pour cette intervention et merci à toi Olivier pour ces explications exhaustives. Je pense que le fait d'avoir présenté aussi des projets
des projets précis avec l'état d'avancement et d'avoir, j'allais dire, l'exercice. Hein, c'est toujours mieux que le théorique, donc ça a pu aussi peut-être soulever quelques questions ou mieux comprendre certains aspects en tout cas. N'hésitez pas encore une fois à nous écrire dans le chat. Sur la slide suivante, vous avez nos coordonnées. Évidemment, les coordonnées de Ludovic et Olivier. Si vous avez une question plus technique, un projet en particulier, vous avez également mes coordonnées de cas échéant si besoin. Donc voilà, s'il y a une question qui vous vient à l'esprit un petit peu plus tard dans la journée ou autre, où vous souhaitez approfondir une autre thématique ou parler d'une opportunité bien en particulier, n'hésitez pas à nous joindre. Et si vous n'avez pas de questions, Olivier, Ludovic, est-ce que vous avez potentiellement des questions ou tout est bon pour vous? Moi, pas de questions. On se tient à la disposition et après, ça peut être, vous avez les coordonnées et les adresses mail, donc n'hésitez pas à nous contacter même en direct si c'était des questions plus techniques ou une approche sur des projets. On saura se rendre disponible et y répondre avec réactivité. Comme je vous l'ai dit, les OPC sont assez réactifs en principe, donc n'hésitez pas. Merci Olivier. Bon, écoutez, si vous n'avez pas de questions, nous sommes dans les temps, il est 11h57. Merci beaucoup pour votre attention. Et encore une fois, voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, si besoin, le replay sera disponible dans votre boîte mail et sur nos réseaux. Donc, vous aurez la possibilité de réécouter ou de consulter à nouveau le support. Je vous remercie à nouveau et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir, merci Léa. Merci, au revoir.